peurs. Hein. La maladie est née de 3 peurs. Ces 3 peurs, en fait, sont les gardiennes de 3 portes qui donnent accès au corps, 3 portes par lesquelles l'émotion va rentrer dans le corps, elle va se somatiser, elle va se transformer en symptômes physiques. Hein. Et la découverte de ces 3 portes va nous aider à retrouver cette émotion qui se dit dans la maladie pour nous aider à faire la paix avec elle. Quand on veut faire la paix avec son ennemi, encore faut-il pouvoir le retrouver. Et quand on est malade, quand ça nous tombe dessus, eh bien, on se demande vraiment ce qui nous arrive et pourquoi. Au niveau du son, ça va? Vous entendez bien? Donc, cette recherche a commencé il y a un peu plus de 40 ans. J'étais jeune médecin installé sur Grenoble, jeune homéopathe, et une maman, un beau matin, m'amène son garçon, Michael, 10 ans, qui avait une angine à point blanc. Et elle souhaitait le faire soigner par homéopathie. Quand j'ai examiné la gorge de ce garçon, la gorge était rouge, sombre, avec des points blancs, c'était vraiment très vilain. Et je me suis dit, bon là, on ne va pas prendre de risques. Il y a sûrement quelque chose, enfin sûrement une bactérie, ça avait l'air assez costaud. Et j'ai dit à la maman, écoutez, je préfère qu'on passe un traitement antibiotique, j'ai peur que l'homéopathie soit un peu juste pour traiter ce genre de mal de gorge. Et là, elle m'a regardé un peu de travers en me disant, écoutez, j'ai traversé tout Grenoble pour voir un médecin homéopathe. J'ai un médecin allopathe en bas de chez moi. Si c'est pour prendre un traitement antibiotique, j'aurais très bien pu descendre les escaliers et puis voir cet allopathe. Donc si je viens vous voir, c'est pour que vous donniez à mon fils de l'homéopathie. Voilà. Elle était assez déterminée. Et face à cette détermination, donc ensuite elle a demandé à Michael d'attendre dans la salle d'attente, un petit moment. Et là, elle m'a dit, il faut quand même que je vous explique la situation, parce que je sais que vous autres en homéopathie, vous êtes attentifs à ce genre de choses. Bon, je vous rassure, je ne vais pas vous parler que de l'homéopathie ce soir, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses. Donc, voilà. Hier soir, on était avec mon mari devant la télévision, et puis Michael jouait avec sa petite sœur, donc Michael 10 ans, la petite sœur 7 ans, et ils jouaient tous les deux dans leur chambre, et à un moment donné, la petite sœur a commencé à taquiner Michael. Michael s'est énervé, il s'est emporté, et il est tombé sur sa petite sœur pour lui foutre une rouste. Alors la petite sœur tout de suite s'est mise à pleurer, à crier, à hurler. Papa est rentré dans la chambre, et sans chercher à comprendre ce qui se passait, paf, paf, il a donné une bonne paire de gifles à Michael, et ça lui est resté en travers de la gorge. Voilà, le lendemain, les boules. Les boules. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien joli votre histoire, mais ça n'est peut-être qu'une coïncidence, après tout. Qu'est-ce qui prouve que ça, qu'il y a un lien de cause à effet? Il se trouve qu'en homéopathie, il y a un remède intéressant, tout à fait intéressant pour les maladies liées à la jalousie. Parce que quand la maman m'a raconté cette histoire, elle s'est empressée de dire, bon, c'est vrai que mon mari, il est quand même un peu sévère avec son fils, et au contraire, il passe un certain nombre de choses à sa fille, donc il y avait une certaine asymétrie. Et quand la maman me raconte tout cela, je me suis mis à la place de Michael, j'ai imaginé cette espèce de jalousie un peu sourde, du grand frère envers la petite sœur, qui est adulée, qui est chérie, etc. Et du coup, j'ai imaginé que la gifle était vraiment venue souligner cette jalousie. Comme si, ben oui, t'as bien raison d'être jaloux. Paf, paf. Voilà, t'as raison d'être jaloux. Ah. Et le remède l'un des grands remèdes de la jalousie en homéopathie, c'est l'Achésis. Bon. J'ai donné donc une dose de l'Achésis à ce garçon, l'Achésis 15 CH, c'est-à-dire dilué à 10 puissance moins 30. L'Achésis, c'est un venin de serpent, mais qui est dilué à dose infinitésimale. Voilà. Je précise que ce remède n'a aucun effet antibiotique. Il faut quand même bien préciser. Donc c'était, 10 h du matin, il repart avec sa dose de l'Achésis, et quand même, bon, j'étais assez inquiet quand j'ai vu la gorge, et j'ai dit à la maman, écoutez,
faites quand même un prélèvement de gorge, hein, et puis vous m'appelez dès que vous avez les résultats, et suivant les résultats, on passe à un traitement antibiotique. Okay. Donc, elle fait faire le prélèvement de gorge, elle repart avec la késis, donc, et le soir, j'appelle la maman, nous n'avions toujours pas les résultats. Donc je prends des nouvelles, elle me dit, bah, écoutez, le remède a l'air de faire effet, et Michael commence déjà à aller beaucoup mieux, il n'a pratiquement plus mal à la gorge, il a encore 37,5. Bon. Le lendemain matin, c'est le laboratoire qui me téléphone en me disant, attention, votre Michael Tartampion, c'est du staphylocoque doré. Alors, je saute sur le téléphone, je rappelle la maman et je lui dis, bon, on arrête les frais, antibiothérapie, sans discuter. Et elle me dit, pourquoi faire? Il est complètement guéri. Hein, 37, il n'a plus de fièvre, la gorge est normale, il n'a plus rien. Je ne voulais pas la croire, j'ai convoqué Michael, enfin j'ai voulu vérifier par moi-même. Effectivement, l'après-midi, j'ai revu Michael, il allait parfaitement bien. Donc, ça faisait 6 mois que j'étais installé comme médecin homéopathe. Et donc, jeune médecin, pas très assuré quand même dans sa pratique. Vous imaginez, avec une dose de la késis, guérir une angine à staphylocoque doré? J'étais un peu fier. Un peu fier et reconnaissant vis-à-vis d'Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, qui nous avait mis entre les mains un outil extraordinaire. Et puis, j'avais aussi, non seulement la fierté, mais la preuve que mon intuition était juste, c'est-à-dire la preuve que ce mal de gorge était lié à la jalousie. Donc, il y avait là une relation de cause à effet assez évidente, puisque le remède avait guéri, le remède de la jalousie a guéri le mal de gorge, j'ai pu dire, ben voilà, donc j'ai la preuve que ce mal de gorge est lié à la jalousie. Sauf que, dans ce raisonnement, une petite idée m'a traversé la tête, et je me suis dit, bien, mais si j'avais donné un traitement antibiotique contre le staphylocoque, le traitement antibiotique aurait guéri Michael de son mal de gorge, et j'aurais pu dire, ben voilà, j'ai la preuve que le mal de gorge est lié au staphylocoque. Bon. Et alors je me suis dit, mais c'est quoi la cause de la maladie? C'est quoi? C'est la jalousie ou c'est le staphylocoque? Eh bien, alors j'ai eu d'autres exemples un peu du même ordre, je ne vais pas vous les citer, mais disons que c'est un des exemples parmi d'autres. Mais du coup, je me suis dit, c'est un peu schizophrène, quoi. C'est d'un côté le psychisme, l'émotion, de l'autre côté le germe. C'est quoi la cause de la maladie? Et tout à coup, j'ai réalisé que en fait, la cause de la maladie, c'était comme une pièce de monnaie que on peut envisager d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez envisager la cause d'une maladie soit sous l'angle matériel, et trouver le germe, le problème enzymatique, le problème mécanique, la hernie discale, etc. Soit vous l'envisagez, vous retournez la pièce et vous l'envisagez sous son angle émotionnel, et là vous découvrez autre chose. C'est pas tout à fait différent, c'est simplement que les deux faces de la pièce se répondent l'une et l'autre. Elles se complètent, elles semblent s'opposer, côté pile, côté face. On a l'impression qu'ils ne regardent pas dans la même direction, et pourtant, les deux faces de la pièce se complètent. Et à partir de là, je me suis dit, mais bon, quand vous regardez une pièce de monnaie, si vous prenez par exemple une pièce de 2 euros, vous regardez votre pièce de 2 euros, si vous décidez de regarder le côté pile, ben évidemment, vous ne voyez pas le côté face. Et inversement, c'est-à-dire que ce que vous allez voir, vous ne pouvez pas avoir les deux faces de la pièce en même temps, à moins de loucher, vous n'y arriverez pas. Vous allez donc voir ce que vous avez décidé de voir. Si vous décidez de voir le côté matériel, vous allez voir le côté matériel. Si vous décidez de voir le côté émotionnel, vous allez découvrir le côté émotionnel. Et les deux ont le même degré de cohérence. Et vous pourrez expliquer les choses aussi bien d'une manière ou de l'autre. Ça se complète, ça ne s'oppose pas, ça se complète. Voilà. Et donc, en partant de cette idée, je me suis dit, la maladie, au fond, c'est un peu comme un langage. Michael, il avait les boules. Ça lui était resté en travers de la gorge.
Toutes ces expressions populaires sont très parlantes, mais elles disent des choses qui sont tout à fait justes et de façon très pointue, très pertinente. Je pourrais vous citer également le deuxième exemple, qui est celui d'Arlette. Arlette, qui est une femme de 25 ans, une jeune femme de 25 ans qui, depuis 1 an, avait une blépharite de l'œil droit. Donc, sa paupière était enflée, elle était allée voir un ophtalmo qui lui dit « Madame, vous faites une blépharite », il lui avait donné de la pommade à la cortisone. Au début, ça lui avait fait du bien, et puis après, la blépharite a rechuté, et puis, à force de mettre de la pommade, et puis que ça fasse toujours un peu le yo-yo, elle s'est dit « Je vais aller voir un médecin homéopathe, peut-être que du côté de l'homéopathie, il y aura une solution ». Donc, ça faisait 1 an que c'était apparu, et c'était apparu relativement brusquement. Et là, je lui dis que vous étiez arrivé 1 an auparavant. Hein, et elle me dit, non, rien, je ne vois pas. Je ne vois pas. Dans ma vie, tout va bien. Hein, j'ai un copain sympa, un travail qui m'intéresse, on habite une petite maison, vraiment, tout va bien, tout va bien. Hein, elle ne voyait pas. Bon. Et là, je regarde son œil, cette paupière enflée, rouge, et suppurée, et je me dis, mais c'est rouge, il y a du feu, il y a de l'inflammation, il y a de la colère, il y a de la colère. Et j'avais appris, à force d'examiner un certain nombre de personnes, que le côté droit du corps, en général, témoigne d'une difficulté plutôt avec une femme, alors que le côté gauche va témoigner d'une difficulté avec un homme. C'est un peu l'inverse de la tradition. Ça peut s'expliquer, ça, parce que finalement, la maladie, c'est quelque chose qui est inconscient. Et quand vous dites, par exemple, le côté droit, c'est masculin, c'est vrai, c'est consciemment masculin, mais c'est un peu comme l'animus et l'anima de Jung, c'est consciemment masculin et inconsciemment féminin. Vous voyez ? Si bien que quand vous avez une maladie du côté droit, ça va témoigner plutôt d'une difficulté avec un élément féminin. Bon. Donc, je vois cette jeune femme qui, visiblement, sans le savoir, était en colère, mais une grosse colère contre une autre femme. À votre avis, laquelle ? Bravo. Je vois que vous suivez bien. Eh bien oui. Alors, j'ai dit à Arlette, comme ça, très naïvement, j'ai dit, oui, à propos, avec votre mère, comment ça se passe, hein ? Et alors, quand j'ai dit avec votre mère, comment ça se passe, Arlette a sursauté, comme si je l'avais piqué avec une aiguille. Elle a sursauté sur sa chaise, et puis là, elle est partie dans une diatribe, je n'arrivais pas à l'arrêter. À un moment donné, elle me dit, il y a 1 an, elle m'a fait un coup pendable. Hein, et puis elle continue, et à la fin, elle termine en me disant, ma mère, je ne peux plus la voir, elle me sort par les yeux. Et quand elle m'a dit, elle me sort par les yeux, j'étais abasourdi. Hein, et elle a vu dans mon regard ce qu'elle venait de dire. Elle a vu dans mon regard ce qu'elle venait de dire, ça a été l'étincelle, ça a été le déclic. Elle s'est mise à pleurer, on a parlé de sa mère, j'ai fini par lui donner un remède homéopathique correspondant à cette difficulté, un natrum muriaticum, et effectivement, son problème d'œil a guéri dans les jours qui ont suivi, sans jamais réapparaître. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, alors bon, déjà, ce qui s'était passé, je vous le dis entre parenthèses, donc Arlette avait son petit compagnon, qu'elle avait déjà depuis quelques mois, et un soir, elle s'est dit, bon, je vais le présenter à ma mère. Donc, elle présente le compagnon à sa mère, donc ils dînent ensemble, tous les 3, et pendant le dîner, sa mère commence à évoquer devant le copain tous les ex d'Arlette. En suggérant au copain, en disant, bon ben vous, j'espère que vous durez plus longtemps que les autres, enfin, en gros. Hein, c'était un peu ce que ça voulait dire. Voilà, et là, ça a été sorti par les yeux. Voilà. Donc, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Arlette était consciente de sa blépharite, elle était consciente de la blessure de sa mère, et malgré la chronologie, parce que son histoire d'œil s'est apparue 2-3 jours après, hein, après le fameux dîner,
malgré la chronologie, malgré cette coïncidence chronologique, elle n'a jamais fait le lien entre les deux. C'est ça qui est très étonnant, elle n'a jamais fait le lien entre les deux. C'est un peu comme si, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce soir, hein, on approfondira la question demain, mais déjà je vous donne un aperçu, c'est un peu comme si la maladie c'était comme une émotion qui avait été non pas censurée, mais coupée de sa source. Hein, c'est-à-dire que l'émotion, elle est coupée de ce qu'il a engendré, et du coup, elle s'exprime dans le corps comme un enfant orphelin qui n'a plus sa mère et qui va se décharger contre sa mère adoptive pour de toute sa souffrance. C'est un peu le même mécanisme. Donc, l'émotion va s'attaquer au corps, si j'ose dire, à défaut de pouvoir s'adresser à ce qu'il a engendré. Hein, il y a une espèce de... j'appelle ça, les maladies, c'est comme une émotion orpheline. Hein. Alors, donc, la maladie est un langage, hein, quelquefois un langage mot à mot, comme on vient de le voir, hein, mais ce langage nous est voilé. Je vais vous citer encore deux autres exemples. Un exemple assez mignon, c'est celui de Paul, un homme de 73 ans, qui va bien aujourd'hui, je vous rassure, mais quand il est venu me voir... Pardon ? Arrête ? Oui. Oui, alors, le fait de parler, et puis j'ai aussi ajouté un remède homéopathique, mais je pense que le fait de parler, elle a beaucoup pleuré, ça lui a permis de décharger un peu toute cette émotion et d'arriver à faire la paix avec elle. Hein. Voilà. Donc, je reviens donc à l'histoire de Paul, 73 ans, qui est venu me voir pour un cancer de la prostate. Et heureusement, cet homme était venu accompagné de sa femme. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je vois les radios, je me dis ça doit dater de 7-8 mois en arrière, à peu près, et je pose la question à Paul, mais qu'avez-vous vécu dans les mois qui ont précédé l'apparition de la maladie ? Et Paul me regarde en disant non, je vois pas, rien de spécial. Et là, sa femme qui était à côté sursaute, elle aussi, elle regarde son mari, et dit mais enfin, mais tu te souviens plus, t'exagères quand même. Hein, il y a 8 mois, tu as reçu la lettre de Marc. Marc, c'était le fils de Paul. Hein, donc Paul, 73 ans, Marc, 45 ans, venait de se faire plaquer par sa femme. Bon. Proprement ou pas proprement, mais enfin, en tout cas, il avait été largué par sa femme. Et du coup, au lieu de se dire qu'est-ce que j'ai fait, hein, d'en prendre la responsabilité, de se remettre en question, il a éprouvé une sorte de colère contre la terre entière, hein, et contre ses parents et son père en particulier. Il n'a rien trouvé de mieux que d'écrire une belle lettre d'une 20aine de pages à son père pour faire tous les reproches. Hein, comment tu m'as élevé, tu as préféré ma petite sœur, etc. Enfin bon, voilà, 20 pages hein, de reproches sur la manière dont il avait été élevé. Et quand Paul a reçu cette lettre, ça lui a fait un coup. Et sa femme me disait, elle me disait, mais il n'en a pas dormi pendant des semaines. Il ne dormait plus de ça. Et alors, quand elle me disait ça, Paul l'a regardé en lui disant « Ah oui, tu crois ?» Il avait oublié. Il avait oublié. Pourquoi il avait oublié? Parce que toute la douleur morale était passée dans le corps. Et quand elle passe dans le corps, dans le symptôme physique, elle disparaît de la conscience. Ou du moins, elle est ressentie comme un symptôme physique, mais elle n'est plus ressentie comme une douleur morale. Hein, il y a un déplacement qui se fait dans le corps. Et là, vous voyez cette espèce de déni. J'appelle ça un déni sincère. C'est pas que la personne, vous savez, quand on parle de déni, en général, on dit une personne est dans le déni. Hein, c'est toujours un peu péjoratif. Ça veut dire qu'elle ne veut pas reconnaître sa difficulté. Elle joue un peu à cache-cache. Elle est un peu hypocrite vis-à-vis d'elle-même. Elle manque de sincérité. Mais en réalité, dans ce cas-là, dans le cas de Paul et dans de nombreuses situations, le malade est dans un déni sincère. C'est-à-dire que Paul était étonné.
de ce que sa femme disait, il était étonné, effectivement, qu'il puisse y avoir un lien de cause à effet, parce que pour lui, il ne ressentait plus de douleur morale par rapport à ça, parce que sa douleur était transformée en maladie physique. Voilà. Du coup, c'était plus perçu comme une émotion. Alors, cette histoire est intéressante, non seulement à propos du déni sincère, mais elle est intéressante aussi parce que il se trouve que le soir même, après que j'ai vu Paul, j'avais reçu une étudiante en médecine qui faisait une thèse sur le lien entre le cancer du sein et un déclenchement moral de la maladie, un stress, un événement qui aurait blessé la personne. Elle avait lu mes livres, ça l'avait intéressée, elle avait décidé de faire une thèse sur ce sujet, et puis elle souhaitait m'en parler, elle voulait me dire un peu ce qu'elle avait découvert pendant cette thèse, et quand elle est arrivée, elle a commencé par me dire, écoutez, vos livres sont intéressants, mais je vais peut-être un peu vous décevoir, statistiquement, je n'ai trouvé aucun lien de cause à effet entre le stress et le déclenchement d'un cancer du sein. On a fait des études statistiques. Alors évidemment, là, elle me piquait un peu au vif. Et je lui dis, bon, mais les statistiques, c'est statistique, comment avez-vous procédé? Elle me dit, eh écoutez, c'est simple, je suis allé au CHU de Grenoble, j'ai demandé les dossiers de 2 ans auparavant, de 3 ans auparavant, j'ai récupéré un peu plus de 500 ou 700 adresses, enfin un nombre, plusieurs centaines d'adresses, de femmes qui avaient été opérées, et je leur ai envoyé un questionnaire. Alors je lui dis oui, un questionnaire comment? Alors elle me dit, ben voilà, sur une feuille A4, j'ai mis, avez-vous vécu dans l'année, les 2 années, les 3 années qui ont précédé l'apparition de la maladie, un divorce, un deuil, un déménagement, un licenciement, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme événement de vie qui peut nous blesser. Et en mettant des petites cases, en cochant oui, non, oui, non, oui, non. Et elle me dit, voilà, j'ai envoyé les feuilles à 600-700 personnes, et puis on a reçu, on a regardé un peu tout ça, et l'écart statistique n'est pas significatif. Et là, je lui ai parlé de l'histoire de Paul, que je venais de voir quelques heures auparavant. Je lui ai dit, imaginez cet homme qui reçoit votre feuille A4, avec des cases à cocher, oui, non, oui, non. Il n'aurait pas eu sa femme derrière, il cochait non partout, puisqu'il n'avait pas notion d'avoir vécu quelque chose de douloureux, il aurait coché non partout, et du coup, votre statistique, elle est quand même biaisée. Et sans vouloir vous vexer, je vais vous dire ce que ça m'évoque comme image. Imaginez qu'on vous mette sur une chaise d'arbitre de tennis, un peu en hauteur, devant un champ de pommes de terre. On dit voilà, vous êtes devant ce champ de pommes de terre, vous allez compter le nombre de pommes de terre que vous voyez. Comptez le nombre de pommes de terre que vous voyez dans le champ. Vous n'en verrez aucune. Vous n'en verrez aucune parce que pour les voir, les pommes de terre, il faut creuser. Il faut creuser un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et non seulement il faut creuser, mais il faut creuser pied par pied. Si vous ne creusez pas pied par pied, vous ne mettrez jamais le doigt sur la pomme de terre, vous ne mettrez jamais le doigt sur la douleur qui est sous-jacente à la maladie. Je vois des patients qui viennent me voir en consultation donc, pour un cancer, qui viennent me voir une première fois, mais non, tout va bien, une deuxième fois, une troisième fois, et la troisième fois ou la quatrième fois, je leur pose une question comme ça, intuitivement, et pof, on met le doigt sur la difficulté, on ouvre la boîte de Pandore, et la personne qui me disait comme Arlette, je vais bien, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a le petit diable qui sort, et à ce moment-là, on met vraiment le doigt sur la douleur qui est passée dans le corps. Bon, après, tout ce qu'on va en faire, on en reparlera, je pense qu'on prendra un petit peu le temps tout à l'heure d'en parler. Donc vous voyez, ce déni sincère fait que, déjà statistiquement, si on vous dit que statistiquement on ne peut pas prouver de lien de cause à effet, demandez-vous comment sont faites les statistiques. Cette étudiante en médecine, je lui ai dit, mais ces personnes, est-ce que vous les avez vues? Elle m'a dit, ben non, j'ai pas pris le temps de voir 500-600 personnes. Et je lui ai dit, mais au moins 2 ou 3, ou une seule. Ben non, pourquoi faire? C'est une étude statistique. Il n'y a pas d'intérêt à voir les patients. Voilà. Donc, la maladie,
la maladie est un langage, mais ce langage nous est voilé. Alors quand je vous dis ce langage nous est voilé, quelquefois vous allez avoir autour de vous des exemples qui vont vous dire le contraire. Je vais vous citer l'exemple de Noël. Noël, une femme de 63 ans, qui est venue me voir pour une polyarthrite des mains, des deux mains. Et donc ses mains étaient rouges, enflées, violacées. Et Noël me dit, je sais d'où ça vient. Bon. J'ai perdu mon fils d'un accident de voiture il y a 3 semaines. Et ma polyarthrite s'est déclarée une semaine après. Donc la chronologie était évidente. Et elle me dit, ben, c'est mon chagrin, voilà, hein, c'est mon chagrin qui a déclenché la polyarthrite. Et elle m'explique un peu la situation. Hein. Ce garçon faisait, en fait, il participait à des courses automobiles. À ses heures perdues, hein, c'était un ingénieur, donc marié, père de 2 petites filles, et il était passionné de courses automobiles, donc le dimanche, régulièrement, il participait à des courses sur circuit. Et régulièrement, Noël lui disait, écoute, c'est pas bien prudent ce que tu fais, pense à tes petites filles, tu es père de famille, plutôt que de passer tes dimanches en dehors de la maison, tu ferais bien de t'occuper un peu de ta femme et de tes enfants. Hein. Elle lui faisait la morale, et lui, sûr de lui, il lui disait, mais maman, t'inquiète pas, tu sais, c'est bien sécurisé, hein, on a une voiture qui est bien, comment dire, défendue, enfin bref, qui est construite pour supporter les chocs et tout. Donc, je ne crains rien, je ne crains rien. Bon. Et donc, Noël n'avait pas réussi à le faire changer d'avis, hein, et il continuait de faire ses courses automobiles jusqu'au jour où ben, il s'est quand même tué. Hein. Et donc, quand j'ai vu Noël qui me disait « c'est mon chagrin », avec ses doigts qui étaient rouges, enflés, prêts à exploser, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais moi, ce que je regarde, ce que je vois dans vos mains, c'est pas du chagrin. Ce que je vois dans vos mains, c'est de la colère. Hein. Elles sont rouges, violacées, ça vous lance, c'est de la colère. Et elle me regarde, surprise. Elle me dit, en colère, mais de quoi? Hein. Et contre qui? C'était tellement évident pour elle qu'elle ne pouvait pas se mettre en colère contre son fils, hein, puisque bon, c'est le fils aimé, hein, qu'elle avait perdu, et donc de façon dramatique, elle ne pouvait pas se mettre en colère contre lui. Hein. On ne tire pas sur une ambulance, et encore moins sur quelqu'un qui est déjà mort. Hein. Donc, mais cette colère, elle était quand même bien là. Et Noël était en colère contre lui et aussi contre elle de ne pas avoir réussi à le retenir, hein, avec ses mains. Elle n'a pas réussi à le retenir. Et du coup, cette colère s'est dite dans les mains qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas empêché son fils d'aller faire le mariole sur des circuits automobiles. Hein. Donc, vous voyez dans cette histoire que ce qui se dit dans le corps, c'est la part d'émotion dont nous n'avons pas conscience. Nous pouvons être conscients de quelque chose qui nous blesse, mais ce qui se dit dans le corps, c'est une chose dont nous ne sommes pas conscients. Si nous en étions conscients, ça ne se dirait pas dans le corps. Voilà. Donc il y a quelque chose à découvrir, à comprendre, qui se dit dans le corps et dont nous n'avons pas conscience. Alors, vous allez me dire, bon, ok, la maladie est un langage, mais ce langage nous est voilé, mais alors pourquoi nous est-il voilé, hein? Pourquoi cette maladie, elle a l'air de jouer à cache-cache avec nous, comme si elle voulait nous dire quelque chose, mais d'une manière telle qu'on ne comprend pas ce qu'elle cherche à nous dire. Hein. C'est quand même ballot. Hein. Et alors du coup, effectivement, ben, je me suis posé la question, et une image m'est venue à l'esprit. Imaginez que vous êtes, comment dire, vous avez envie d'inviter des amis chez vous un soir, de faire une petite fête. Et parmi vos amis, il y a bon, plusieurs couples. Donc, dans un couple, elle est adorable, mais alors lui, qu'est-ce qu'il est pénible. Et alors, évidemment, ça vous est difficile de l'inviter elle sans l'inviter lui, hein, bien évidemment. Donc, vous êtes obligé de faire un choix et vous dites, bon, allez, on les invite tous les deux, on croise les doigts, on espère que tout va bien se passer. Et voilà. Vous n'avez pas de chance. Vos craintes se réalisent et cet homme qui se révèle un peu pénible commence à avoir dans la soirée un comportement
tout à fait désagréable, presque odieux avec les autres convives. À un moment donné, vous n'en pouvez plus, hein, la moutarde vous monte au nez, vous vous levez, vous ouvrez la porte de la maison et vous lui dites tes histoires, ça suffit maintenant, va te faire cuire un œuf. Va te faire cuire un œuf. Votre ami se lève de table, se dirige vers la cuisine. Il ouvre le frigo, il prend un œuf, il prend une poêle et il se fait cuire un œuf. C'est-à-dire qu'il vous a, pris au mot. La maladie nous prend au mot. Hein. C'est littéralement, vous aviez, c'était un peu comme une métaphore. Hein. Quand vous lui dites va faire cuire un œuf, c'est une image, c'est une métaphore. Eh bien, cette métaphore, elle a été prise comme une réalité du mot à mot, c'est-à-dire que le sens de la métaphore a été perdu. Voilà. Quand vous dites, par exemple, ça m'est resté sur l'estomac, en général, c'est une métaphore, sauf que des fois, ce n'est pas une métaphore du tout. Vous avez vraiment une douleur d'estomac. Voilà. Donc là, c'est un peu ça, c'est un peu comme une perte de la métaphore, c'est du mot à mot. Et pourquoi ? C'est simple à comprendre. Imaginez, mettez-vous à la place de cet importun pénible, hein, à qui on dit « va te faire cuire un œuf ». Si vous entendez le sens de la métaphore, vous vous retrouvez dehors, hein, il fait déjà pas très chaud dehors, et puis en plus vous vous dites « mais qu'est-ce que j'ai fait hein ?» Et vous êtes déchiré entre la belle image que vous aviez de vous et l'image de l'importun gênant qui vous est renvoyé. Vous êtes déchiré entre ces deux images de vous. Alors que quand vous êtes devant la poêle en train de faire cuire votre œuf, bon, c'est sûr que l'œuf brûle, il faut bien que quelqu'un paye là-dedans, hein, il faut bien qu'un organe se dévoue pour payer quelque chose, mais vous, en tant que sentiment que vous avez de vous, en tant qu'image que vous avez de vous, vous êtes entier, vous n'êtes pas déchiré du tout, hein, donc l'œuf brûle, mais vous êtes entier. Autrement dit, quelque part, la maladie va nous aider inconsciemment, hein, on ne le fait pas exprès. Si on faisait exprès, on serait peut-être moins souvent malade. Hein. Inconsciemment, c'est comme si l'image que nous avons de nous se défendait, hein, en écartant cette émotion gênante, hein, et elle la renvoie dans le corps, elle la relègue dans le corps. Et on va comprendre tout à l'heure pourquoi. Voilà. Donc, que je garde un peu mon plan quand même. Alors, c'est peut-être le moment à présent de dire pourquoi cette maladie, pourquoi cette émotion va s'exprimer dans le corps. Je vais vous raconter l'histoire de Simone. Simone qui est une femme de 48 ans, venue avec sa fille, et Simone souffrait d'un cancer du sein gauche. Donc elle avait lu mes bouquins, et elle se disait, le sein gauche, c'est du côté de l'homme. Enfin, en général, bon, c'est pas si simple que ça, mais si vous voulez, ça peut être le côté affectif, les enfants, ou la relation à un homme ou au mari, souvent. Donc, elle arrive avec cette idée-là, et je regarde ses radios, je lui dis, bon, ça fait à peu près 1 an que ça s'est déclenché, qu'avez-vous vécu 1 an auparavant ? Et elle hésite un peu, sa fille, à ce moment-là, commence à bouillir sur sa chaise, en disant, mais dis-lui, maman, dis-lui. Et alors, elle me regarde, et elle me dit, droit dans les yeux, ben voilà, j'ai découvert il y a 1 an que mon mari me trompait. Et sa fille en rajoute, ce salaud. Et là, je me suis dit tout d'un coup, bon, je suis juge, moi qui suis de la genre masculine, hein, juge dans ce tribunal d'un homme qui a fauté, mais que je ne connais pas. Hein, donc je ne connais pas plus que ça les circonstances. J'étais un peu mal à l'aise quand même, hein, dans cette situation. Alors pour me dégager de ce malaise, j'ai commencé par avoir envers Simone un raisonnement un peu, comment dire, je ne vais pas dire de jésuite, mais un raisonnement un peu compliqué. Je lui ai dit, bon, la maladie, c'est une erreur de la nature, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord avec moi, hein, c'est une erreur. Elle me dit, oui, c'est une erreur. Et je continue, et je lui dis, mais cette maladie,
que vous avez là au niveau du sein, ça exprime votre révolte, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est une révolte. Elle me dit, oui, oui, c'est une révolte. Et là, je lui dis, mais alors, si cette révolte était la vérité, comment comprenez-vous que la vérité puisse s'exprimer par une erreur? Elle commence à me regarder un peu bizarrement. Hein, comment voulez-vous, si ce que vous ressentez est juste, est-il juste que ça vous rende malade? En clair. Et là, bon, un peu secoué, j'en trouve une porte. Et je lui demande de me parler un peu de sa vie. Et quand elle me parle de sa vie, j'apprends qu'elle s'était mariée à l'âge de 24 ans. Hein. Simone s'est mariée à l'âge de 24 ans. Et je me dis, tiens, c'est curieux, 24 ans, c'est la moitié de 48. 24 ans, elle se marie, 48 ans, elle fait un cancer du sein. Bon, peut-être n'est-ce qu'une coïncidence. Et là, je voulais en savoir un petit peu plus. Vous imaginez, bon, le mariage, c'est un événement en principe heureux. Et bien là, pas du tout, parce qu'en fait, Simone s'était mariée par dépit. Quand elle s'est mariée, donc son mari, qui était devenu son mari actuel, tournait autour d'elle, mais en fait, elle était follement amoureuse de quelqu'un d'autre, avec qui elle sortait. Ça faisait 2-3 fois qu'elle sortait, 2-3 mois qu'elle sortait avec lui. Et elle était très très amoureuse avec, c'était l'homme de sa vie. C'était l'homme de sa vie. Sauf que l'homme de sa vie, il est parti avec une autre. Hein. Et du coup, elle a éprouvé un chagrin, un deuil tel hein, que quand celui qui allait devenir son mari tournait autour d'elle, elle a fini par se dire, bon, lui plutôt qu'un autre. Hein, comme si sa vie était fichue, elle se disait, ben bon, je ne vais pas rester toute seule, après tout, il me tourne autour, allez, voilà. Mais elle s'est un peu mariée par dépit, hein, dans une espèce de deuil par rapport à cette relation, par rapport à cet homme qu'il avait quitté pour une autre femme. Et quand elle m'a dit ça, elle a commencé par ajouter que bon, son mari n'avait jamais, elle n'avait jamais réellement aimé son mari, et son mari était bien conscient de la situation, mais il se disait, oh, avec le temps, l'amour viendra. Hein, avec le temps, l'amour viendra. Bon, c'est un pari risqué, n'est-ce pas? Bon, beaucoup confirment, je vois. Donc, avec le temps, l'amour n'est pas venu. Hein, et plus le temps s'est, comment dire, étiré, plus Simone était vraiment, comment dire, dégoûtée de son mari, au point qu'à un moment donné, elle me dit, de toute façon, j'ai plus envie qu'il me touche, hein, ça fait 3 ans que je fais chambre à part. 3 ans que je fais chambre à part. Et là, je la regarde, je lui dis, attendez, vous venez de me dire qu'il vous a trompé, vous avez découvert ça 1 an auparavant, ça vous a blessé, mais enfin, ça fait 3 ans que vous faites chambre à part, il y a quand même une petite contradiction. Hein, il y a une petite contradiction. Et quand j'ai touché du doigt la contradiction, en même temps que je touchais du doigt la contradiction, une idée m'est venue à l'esprit, hein, 24 ans, 48 ans, tout d'un coup j'ai réalisé que ce qui se passait au niveau de son sein, c'était pas la tromperie de son mari, elle n'en avait rien à fiche de son mari. Hein. C'était que la tromperie de son mari avait réveillé le deuil de ses 24 ans. C'est-à-dire que l'événement présent, qui était pour elle relativement insignifiant, est venu mettre le doigt sur la douleur ancienne qu'elle croyait avoir résolue, dont elle pensait être guérie, mais elle n'était pas guérie du tout. Hein, et du coup, ça a réveillé cette plaie et ça a créé la maladie. En plus, cette femme était, bon, 48 ans, plutôt belle femme, plutôt élégante, coquette, enfin, assez fière d'elle, hein, assez fière d'elle. Et elle était quelque part, par la tromperie de son mari, blessée, hein, sur le plan narcissique, sur le plan d'image d'elle-même, blessée que son mari puisse se permettre d'aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Donc finalement, cette femme, elle était blessée à 3 niveaux. D'abord, elle était dans une contradiction. Alors une contradiction qui va même encore un peu plus loin, parce que pour vous raconter toute l'histoire, elle était autrefois infirmière, et puis son mari avait une belle situation, et une situation si belle qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est pas la peine que je continue de travailler,
Donc, elle a arrêté son travail et elle vivait dans une belle maison avec piscine, etc. Donc, très confortablement. Mais elle était, comment dire, dans une espèce de renoncement affectif. Et à un moment donné, d'ailleurs, elle m'a dit, docteur, est-ce que vous pensez que je vais mourir? Et là, ça m'a échappé. Habituellement, je me contrôle, mais je lui ai dit, mais non, vous n'allez pas mourir, vous êtes déjà morte. Bon, je me suis rattrapé tout de suite après, mais pour dire, mais vous êtes morte affectivement. Votre vie affective, c'est quoi? Cette maladie, elle vient mettre le doigt sur... Voilà.